Galère qui nous accueille une fois par mois pour essayer de mettre un peu d'antivirus dans l'ensemble du poison diffusé dans les médias. Mais avec grand plaisir. Et je remercie aussi les auditrices et les auditeurs qui font l'effort de m'écouter parce que j'imagine que c'est pas forcément tout le temps facile. Alors, je fais pour vous l'effort, parce que, enfin pour vous, pour moi aussi, hein, mais je fais l'effort tous les jours de regarder LCI pendant 2 heures. Et c'est quelque chose, hein, je vous le dis, de 18h à 20h. C'est un effort, en effet. Ça, c'est un supplice. Mais je le fais pourquoi ? Parce que je veux comprendre, je veux écouter ce qui se dit dans les médias dominants pour chercher les abominations, les saloperies, les tromperies et les mensonges qui sont professés à longueur d'antenne et qui, de plus, tournent en boucle. Et à force de tourner en boucle, tu le sais, un message devient vérité. Tu n'as plus besoin de le démontrer. À force de l'entendre, c'est un peu comme une pub, ça devient une réalité. Et c'est pour ça, Fabrice, que tu souhaites développer ce matin sur Zone de Radio Galère le déficit et les mensonges en économie. Donc, auditeur, auditrice, tout à l'heure, tu disais que c'est difficile pour certains. Je ne suis pas sûr que ce soit difficile. Je pense que c'est extrêmement accrocheur. Après, d'accord ou pas d'accord avec toi, on a le droit de l'être et on a le droit de ne pas l'être aussi. Ça, c'est une évidence. Absolument. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir que tu puisses décrypter avec ton engagement, ta contestation, ton éclairage, parce que ta lecture et ton analyse sont extrêmement profondes et pertinentes, et c'est important de le rappeler sur ce qui régit un petit peu les lois, j'allais dire, de l'économie en France. C'est le déficit, c'est l'équilibre, le déséquilibre, et malheureusement, les mensonges en économie existent, et tu vas les décrypter, les analyser pendant une grosse demi-heure. Voilà, j'ai donc intitulé cet épisode « Économie, mensonges et démocratie ». Et la phrase du jour qui va un peu guider l'ensemble de mon intervention est due à un philosophe grec qui s'appelle Aristophane et qui a dit « Enseigner, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu ». Si mon intervention permettait d'allumer le feu, je te dis que je serais plus content que Johnny Hallyday lui-même. C'est ce que j'allais te dire. Parfait, tu m'as devancé pour Johnny. Alors, je suis parti d'une émission dont j'ai plus la date, mais c'est pas grave, où une journaliste, puisque ils osent s'appeler un psy, qui est passée à LCI, dans ce qu'on appelle les partis pris. Alors déjà, parti pris, ça veut dire que de fait, c'est pas objectif. Ça annonce la couleur alors. Ça annonce la couleur, mais bon, après, tu sens pas que il y a une analyse qui prend du recul une sur transparence. leur parti pris. Hein. J'aime pas le terme de transparence, hein, on y reviendra un autre jour. Mais son parti pris s'intitulait « Le problème, c'est la dépense ». Et elle parlait en fait des déficits publics. Comme vous le savez, le gouvernement, d'un coup, alors que nous avons le meilleur économiste de France, M. Bruno Le Maire, celui qui devait mettre l'économie russe à genoux, a découvert que d'un coup, le déficit public, qui avait été calculé aux alentours d'un peu plus de 4%, s'envolait à 5,9%. Damnation. Que faut-il faire ? Et donc, le parti pris de la dame, ça a été de dire, le problème, c'est la dépense. Alors, quand on regarde un budget, mais que ce soit un budget de ménage ou de l'État, quand tu es en déficit, il peut y avoir 2 raisons. Soit un excès de dépenses, soit une insuffisance de recettes, on pourrait dire insuffisance de salaire, hein, pour nous, ou une combinaison des deux. Voilà la démarche scientifique qui nous est présentée. Et la dame, comme elle fait la promotion du libéralisme et de l'ultralibéralisme, pour ne pas dire du néolibéralisme, hein, son objectif c'est de dire non, il n'y a pas de problème de ressources, il n'y a pas de problème de recettes, le problème vient des dépenses qui sont excessives, et viser évidemment les fonctionnaires et les services publics. Et donc pour elle, il s'agit
de réduire les dépenses, ce qui permettrait de rééquilibrer les comptes. Or, le problème pour elle, c'est que, y compris le gouvernement, y compris Macron, a expliqué dans les médias, et je vous demande d'aller vérifier, que le problème du déficit venait d'un manque de recettes. Mais je vais au-delà. Nous avons créé en 1945 une structure qui s'appelle l'INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques, qui est une structure publique, financée sur fonds publics, et dont la mission, avec des économistes et des statisticiens de très haut niveau, c'est de travailler les données et les mettre à disposition. Y compris à côté, d'ailleurs, nous avons aussi la Cour des comptes, dont je demande à chacun d'aller chercher l'origine historique, car la Cour des comptes ne date pas... qui fait son rapport régulièrement, d'ailleurs. Qui fait son rapport régulièrement, avec des critiques qu'on peut formuler sur le rapport, parce qu'il y a aussi, dans la lecture de la Cour des comptes, comme le président de la Cour des comptes est nommé par le président de la République, t'imagines bien qu'il y a une certaine sensibilité politique. Exactement. Donc les rapports de la Cour des comptes peuvent être voire de critiqués, connivence, certains diront. Mais, y compris le rapport de la Cour des comptes avait alerté sur le fait que dans la préparation initiale du budget 2024, les chiffres qui étaient avancés étaient erronés et qu'il y avait une tromperie manifeste, notamment en ce qui concerne les prévisions de croissance, les prévisions de déficit et les prévisions de recettes. Et ça, et la Cour des comptes et l'INSEE avaient alerté sur cette situation. Mais le gouvernement, pour faire passer son texte, enfin je devrais dire Macron, parce que le gouvernement n'est que l'appendice, comment dirais-je, industriel de Macron, n'en avait pas tenu compte, y compris Éric Coquerel, qui est le président de la commission des finances, qui fait partie de l'opposition, avait alerté sur le fait que le budget était insincère, c'est-à-dire que les données qui étaient présentées n'étaient pas justes. On débouche sur le déficit, et la première décision prise, 10 milliards d'économies. Alors, on pourrait croire à les entendre que ces 10 milliards d'économies, finalement, c'est pas grand-chose par rapport au budget de l'État. Mais commençons. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, Fabrice, c'est que ces 10 milliards, est-ce qu'il y a un intérêt pour la nation, pour les citoyens que nous sommes ? Or, en fait, qu'est-ce qui se passe sur les 10 milliards ? C'est que on croit que c'est parce que c'est présenté comme ça qu'on va rogner sur les budgets des ministères, c'est-à-dire qu'on va diminuer les gommes, les crayons, les stylos et puis les pots de fin d'année. En fait, c'est pas du tout ça. Derrière le budget public, il y a des réalités matérielles. Et là, je vous cite ce que dit la FSU SNUIPP, donc le syndicat des enseignants. Les 650 suppressions de postes qui découlent d'une partie des 10 milliards d'économies vont se traduire par plus de 2200 fermetures de classes à la rentrée 2024. Je te coupe, Fabrice, parce qu'on a reçu justement le syndicat le mois dernier, ou un peu plus, pardon, enfin en février, et en effet, il avait annoncé avec effroi et avec stupeur ces chiffres-là, qui étaient, en tout cas, à leur sens, une volonté politique, c'est-à-dire que c'était rectifiable. Voilà, c'est vraiment la volonté politique qui, malheureusement, permet ce déséquilibre-là. Alors, selon le syndicat. Bien sûr, mais je leur donne tout à fait raison. Mais il faut bien voir que ça a d'autres conséquences que ça. Parce qu'après, les médias te montent en épingle ce qu'on appelle l'hyperviolence des jeunes, à la sortie des collèges et des lycées. Mais quelle en est la raison ? Et sans compter la baisse de niveau aussi. Le niveau scolaire aussi. Non, le niveau scolaire, bien Je vais y venir. Mais si tu veux, quand tu baisses ce budget de l'école, tu fermes des écoles, tu supprimes des postes. Et tu ouvres des prisons. Voilà, c'est-à-dire, tu viens de le dire. Victor Hugo a dit, quand tu ouvres une école, tu fermes une prison. Et si tu enfermes ? Eux, leur choix politique, c'est de fermer des écoles, donc d'ouvrir des prisons. Oui. Donc en fait, leur choix budgétaire, c'est de planifier la violence et l'hyperviolence, qui est la délinquance, qui permet d'ouvrir des prisons.
C'est ça la réalité. Qu'on peut privatiser d'ailleurs. Et que de plus, on privatise. Tout le monde est gagnant. Enfin, Le marché est gagnant. Le marché est gagnant, et par contre, l'espace public diminue. Et on observe que c'est la même chose pour les hôpitaux. On ferme les hôpitaux et les lits, et on ouvre des cliniques privées, plus chères, qui augmentent le trou de la sécurité sociale. Parce que c'est plus cher. C'est comme ça. Donc tu vois bien que tout ça répond à un projet politique. Alors, il faut aborder le fond. Est-ce que le déficit est lié à un excès de dépenses ou une insuffisance de recettes? Là, l'INSEE le dit. L'INSEE dit, les dépenses baissent. En 2023, les dépenses des administrations publiques progressent de 3,7% en euros courants, après 4% en 2022 et 4,3% en 2021. Donc on est sur une pente descendante. Cette croissance est inférieure à celle des prix, 5,5%. C'est-à-dire, tu as une augmentation de 3,7% en euros courants des dépenses publiques, puisque ça ne peut que cesser d'augmenter, mais comme tu as 5% d'inflation, c'est comme, il faut que tu es en évolution négative de plus de 1,3 points. Vous comprenez ce que je veux dire? J'indique d'ailleurs à tous les auditrices et auditeurs que le texte sur lequel je m'appuie, comme il y a Dany ici qui filme depuis des années, hein, maintenant nous mettons à disposition les documents qui servent de support à la démonstration. Donc il suffit d'aller sur la vidéo qu'on met en ligne. Et de vérifier tout ce que je dis. C'est écrit. Sur la chaîne des économistes, on le rappelle sur YouTube, n'hésitez pas à vous y rendre. Voilà. C'est extrêmement intéressant. J'en profite pour remercier une fois de plus Dany pour l'énorme boulot qu'il fait de mettre en... Parce que tu sais, moi je ne l'ai pas demandé au début. Hein, je ne suis pas pour me voir à la télé. J'aime pas trop. Mais je reconnais que c'est plus pédagogique quand on voit la personne parler. Surtout moi avec mes mains qui ne cessent de les agiter en tous sens. Les recettes baissent encore plus, nous dit l'INSEE. Sur cette question, l'analyse de l'INSEE est sans appel. En 2023, les recettes des administrations publiques sont pénalisées par le ralentissement de l'économie, c'est-à-dire une insuffisance de croissance, ce dont je parlais tout à l'heure, des mesures nouvelles sur les prélèvements obligatoires et un recul des transferts reçus. Au total, les recettes augmentent de 2% en euros courants, alors que le PIB en valeur augmente de 6,2%. Donc la conclusion d'INSEE... Non, ce ne sont pas les dépenses. Là, il y a mensonge, c'est ce que tu indiques. Le parti pris est un mensonge fié. Alors, quand je dis mensonge, c'est-à-dire qu'elle-même ne s'appuie pas sur les données chiffrées et authentiques telles que je viens de vous les donner. Elle s'appuie sur quoi, alors? C'est ça la question. Mais par sa fantasmagorie politique. Par son parti pris, comme dit... son parti pris. Voilà. Son parti pris. Mais on pourrait dire, bon, ça va, c'est qu'une fois, hein, c'est pas... Errare humanum est, diabolicum perseverare. Hein. Traduis, s'il te plaît, pour nos auditeurs et auditrices. L'erreur est humaine et il est diabolique de persévérer. Magnifique, voilà, parfait. Ouais, j'ai pas fait beaucoup de latin, je te le dis dans ma vie, parce que je écoute, pas bon. Ça suffit pour traduire, c'est très bien. Voilà. Mais si on prend du recul, les différents gouvernements, je parle de Sarkozy, Hollande et Macron premier. Parce que c'est un roi, donc on dit Macron premier. Avec un deuxième mandat. On attend le deuxième. Alors. Lorsqu'on regarde de 2000 à 2009, toute la logique du pouvoir a été de baisser les impôts. Donc, les recettes. Et en 2000, c'était 0,5% de baisse. 2001, ça a été jusqu'à 0,8%. Alors, 2002, 0,4%. 2003, 0,3%. Ça baisse un peu. Et 2006, c'est remonté à 0,5. 2007, 0,7. 2008, 0,4. 2009, 0,4. Il n'y a eu, depuis 20 ans, qu'une logique de baisse de la fiscalité. Et alors, chose incroyable, c'est qu'on a l'impression de ne pas le voir, nous, usagers. Pourquoi? Parce que c'est pas sur nos impôts que ça baisse, c'est ça? Bravo. Ah, tu vois, vraiment, 20 sur 20. Ah, merci. Bah, il est un disciple, un adepte de... Ah, je bois tes paroles.
Mais là, maintenant, tu les anticipes, c'est encore plus fort. J'en profite, 9h07 sur Zone Droit de Galère, il nous reste un gros quart d'heure avec nos économistes, Fabrice Aubert et Dany De Breuil, pour parler. 1978 à 2010, Je t'en prie, Fabrice. les recettes ont baissé de 23%. Et les dépenses ont stagné en euros courants. Il n'y a pas eu de hausse des dépenses. Si on prend les déficits publics, parce que quand tu écoutes la dame, elle te dit c'est la faute aux fonctionnaires et aux services publics, alors qu'en fait, le service public, c'est ce que c'est. C'est en fait l'espace public. Et tu sais d'où ça vient, l'espace public? Parce qu'il faut avoir une vraie réflexion. L'espace public, ça vient des communes. Et tu sais pourquoi ce sont les communes? Les communes datent de 1789, création des communes. Fondement de la Révolution française, dont Robespierre disait qu'il ne faut pas centraliser les moyens autour de l'État et qu'il faut laisser, le soi-disant jacobin, et qu'il faut laisser aux communes le soin de s'administrer elles-mêmes. Tu sais d'où ça vient? Parce qu'avant les communes, il existait dans les villages, dans les hameaux, là où vivaient les paysans, ce qu'on a appelé après les sans-culottes révolutionnaires, il existait ce qu'on appelait les biens communs, les communaux, les communs. Les communs, c'était quoi? Le four. Il n'y avait pas 10 fours dans un village, il y avait un four pour faire le pain ou pour cuire des aliments. Et c'était le four qui était utilisé par tous les foyers. Les foyers, c'était les habitants, puisqu'on comptait les habitants par foyer. D'ailleurs, c'est resté dans l'histoire, parce que maintenant on parle du foyer fiscal. Mais le foyer, à l'origine, c'était le feu qu'il y avait dans les huttes, dans les maisons. Donc, c'était le foyer. Et donc, il y avait le four, il y avait le moulin. Il n'y avait qu'un seul moulin pour le village. Il y avait le champ des communs, où d'ailleurs les glaneurs, alors les glaneurs chez nous, c'est devenu ceux qui font les magasins sans acheter. Mais à l'origine de l'histoire, les glaneurs, c'était ceux qui ramassaient les graines de blé qui étaient tombées dans le champ. Après la moisson. Après la moisson. Et qui pouvaient ainsi se nourrir. Encore ce système un petit peu. Il y a des endroits qui font allez. ça. Bah alors, il faut aller loin pour dans les la... pommes de terre, j'ai vu une émission pour les pommes de terre, il y a encore des... Alors, par contre, tu as une forme de retour, parce qu'il y a heureusement des citoyens dans notre pays qui ont beaucoup de courage et qui, par exemple, par les SEL, les systèmes d'échange locaux, remettent au goût du jour cet échange de biens sans passer par la monnaie. Bon, qui est une forme de monnaie. Bon. Mais continuons. Dans les villages, tu avais le pont. Le pont, c'était pour tout le monde. Et y compris la forêt qui appartenait aux seigneurs, ne pouvait pas... Donc tu n'avais pas le droit de couper des branches, puisque les arbres appartenaient aux seigneurs. Par contre, les branches qui tombaient de l'arbre devenaient du bien commun. Voilà d'où on vient. Or, observe, qu'ont fait Sarkozy, Hollande, Macron? Supprimer les communes. Or, en supprimant les communes, tu supprimes le bien commun. Tu supprimes le lieu où tu pars de la question des biens, des besoins. Vous comprenez ce que je veux dire et la gravité des choses? Parce que quand tu supprimes la taxe d'habitation, tu supprimes un des impôts qui permet de construire tes réponses par rapport aux besoins de ta population. Après, tout dépend comment c'est utilisé, comment c'est orchestré aussi. Non, mais c'est autre chose, c'est un choix politique. On est d'accord. Mais là, ça dépend des citoyens. Mais même des maires de droite, sont obligés de partir de la question des besoins de leur population quand ils sont maires. Alors, ça pose des problèmes parce qu'ils répondent pas toujours de la même manière, mais y compris, ils sont obligés de se confronter au réel. Et les besoins, c'est le réel. Et ils ont supprimé aussi la taxe professionnelle. La taxe professionnelle, c'est 9 milliards d'euros. Donc tu vois que ça a été une destruction des recettes et qui empêche aujourd'hui les communes de construire des budgets qui permettent de répondre aux besoins des populations. Mais il y a des dotations qui sont faites aux communes quand même de la part de l'État. C'était le principe. C'était le principe. Est-ce que c'est fait? Non. Alors au début, ça devait être à l'euro constant. Et puis ils ont fait à l'euro flottant.
Et maintenant, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que désormais, ce sont des dotations de l'État. Mais par l'intermédiaire des dotations de l'État, tu supprimes l'une des caractéristiques qu'avait la commune, qui était l'autonomie fiscale. L'autonomie fiscale, c'est ce qui permettait la construction du budget communal. Complètement, oui. Et tu vas vers la métropole et la métropolisation des rapports sociaux. La métropole détruit les communes et détruit les services publics et les transforme en marchandises, d'où les appels d'offres au marché de la métropole. Pour l'eau, l'énergie, les poubelles, y compris la merde aujourd'hui, c'est devenu rentable pour le capital. Il faut voir que depuis 1974, nous n'avons plus jamais eu un budget en équilibre. Et que nous n'avons cessé d'avoir des déficits publics. Mais ces déficits, leur hausse à chaque fois, se situe dans des périodes particulières qui sont postérieures aux crises. Krach des marchés en 1989, augmentation des déficits publics. Krach des marchés en 2000, augmentation des déficits publics. Krach des marchés en 2008, qu'on a appelé le krach des subprimes, rappelez-vous, hausse des déficits publics. Crise Covid et le quoi qu'il en coûte, augmentation des déficits. Et qu'on nous fait payer aujourd'hui, alors qu'on nous disait à l'époque quoi qu'il en coûte. Et qu'on nous fait payer sous la forme de 10 milliards d'économies qui anticipent 20 milliards pour 2025. Ça veut dire encore réduction, destruction de services publics, moins d'écoles, moins d'enseignants, moins d'adultes, donc plus de délinquance. Fabrice, juste un point, c'est intéressant parce que tu évoques le fameux quoi qu'il en coûte qui a été quand même un argument d'autorité à l'époque par le gouvernement Macron pour justement apaiser et soutenir les entreprises en disant voilà, justement le quoi qu'il en coûte, on va être là, on va vous aider. Aujourd'hui, comment on peut donc 3 ans, 4 ans après, se dire que ce quoi qu'il en coûte, justement, il a eu une incidence négative pour la France? Alors, le quoi qu'il en coûte était nécessaire. En fait, ce qu'on appelle le quoi qu'il en coûte a été une politique keynésienne de Keynes. Hein, pas du Marx, je dis Keynes. Pas la main invisible. Non, c'est-à-dire que comme il n'était pas possible aux gens de se regrouper dans le cadre du travail, à part ce qu'on appelle la première ligne, c'est-à-dire ceux qui étaient là pour ramasser les merdes, parce que c'était la base hygiénique, et ceux qui étaient dans les commerces pour l'alimentaire. Et ceux qui travaillent dans le médical aussi. Et ceux qui travaillent dans le médical, les infirmières qu'on allait applaudir et dont on n'a pas augmenté les salaires. Hein, à peine. À peine. Et qu'on applaudissait tous les soirs. Je vois pas pourquoi on n'applaudit pas tous les soirs les patrons, hein, ça serait mieux que... C'est une bonne idée. Je suis pas sûr que ça fasse le même effet. En tout cas, on salue les infirmiers et infirmières qui font un boulot remarquable. Voilà. Alors, eux, ils risquent d'être augmentés, par contre. Oh ben, mais on va y venir. Donc, il nous reste 10 minutes sur les ondes de galère. Ah, c'est bon. De toute façon, c'est fini, on peut échanger. Le principe qui s'est passé, c'est que ce qu'il a appelé le quoi qu'il en coûte, ça a été un soutien de la part de l'État à toute l'activité économique, publique et privée. Moi, j'étais fonctionnaire. Du jour au lendemain, mon patron, mon directeur m'a dit « tu restes chez toi ». Et j'ai été payé à 100%. Ceux qui pouvaient faire du télétravail, ça a été fait. D'ailleurs, le télétravail s'est développé à partir de ce moment-là dans notre pays. Hein, exactement, ça donnait un coup de fouet au télétravail. Absolument. Bon, et de fait, on a commencé à légaliser le télétravail, c'est-à-dire à lui donner des formes juridiques qui permettent d'être reconnu. Observe d'ailleurs que le télétravail a eu énormément de points positifs, puisque les gens étant en télétravail pendant 2 jours, je pense notamment à ceux qui venaient à Marseille tous les jours, et ben ça a un peu dégorgé les bouchons du matin et les flux incessants de circulation. Donc ça a eu et aussi de fait la pollution, c'est-à-dire tu restes chez toi travailler 2 jours par semaine, tu n'utilises pas ton véhicule, donc tu ne consommes pas d'essence. Donc si tu veux, ce qui a l'air d'être
de peser sur l'entreprise, ne pèse pas sur l'entreprise. Et au contraire, développe toutes les opportunités de développer une autre logique. Ça a été un côté positif. Incontestablement. Alors, le seul petit point négatif, et c'est parce que le capital a voulu l'imposer comme ça, c'est que de fait que pendant 2 jours, tu ne vas pas à l'entreprise comme lieu fixe, ça diminue le temps collectif entre les salariés sur le lieu de travail. Mais tu pourrais accorder des droits syndicaux via Internet. Tu pourrais accorder des possibilités d'éducation, de formation. Or, ils sont revenus là-dessus. Tu sais que maintenant, tu es obligé de participer à ton compte CFA, ton compte de formation professionnelle. Donc, tu vois que tout est toujours pris pour aller toujours dans le même sens. Ce qu'ils appellent réduire le coût du travail, qui n'est pas un coût, c'est le capital qui coûte. Donc, si tu fais la somme de tous les déficits, eh ben, ça te donne une dette qui est de l'ordre de... d'un coup, j'ai plus le chiffre. Je crois que c'est de l'ordre de 180 milliards. C'est énorme, Et ça fait 110% du PIB, ou 200 milliards, je ne sais plus. Mais ça te fait 110% du PIB. Mais... Donc si ce n'est pas les dépenses, c'est quoi alors? Eh ben, c'est la politique qui a été faite de destruction des recettes publiques. Et notamment liée, ta réflexion est intéressante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de recettes. Il n'y a pas assez de recettes. Alors où trouver ces recettes? Enfin, alors déjà... Je fais le naïf, à part l'impôt. Alors déjà, l'aide publique aux entreprises, c'est le premier budget de l'État, ce n'est pas l'éducation nationale. C'est entre 160 et 200 milliards. Tu n'as pas de quoi trouver 10 milliards là? Donc on peut récupérer une partie, c'est ce que tu dis. Oui. La fraude fiscale des entreprises du CAC 40, c'est entre 80 et 100... Non, pourquoi? On pas toujours fraude fiscale, on n'arrive jamais à la récupérer. Ils détruisent les emplois au ministère du Trésor, c'est-à-dire ceux qui font les contrôles fiscaux, donc, et notamment pour les entreprises. Pour faire évidemment. le travail, c'est ce que le métier le plus rentable de la fonction publique, c'est contrôleur des impôts. Chaque année, ils récupèrent entre 10 et 20 milliards. L'estimation, c'est 80 à 100 milliards. Tu créerais 20% de postes de contrôleurs en plus, tu aurais plus de contrôle et plus de rentrée fiscale. La fraude à la TVA des entreprises, c'est énorme. C'est 25 milliards. C'est-à-dire, toi, oui, tu payes ta TVA quand tu vas acheter tes produits et le commerçant ne répercute pas la TVA auprès d'État. Oui, non, bien sûr. Certains commerçants, oui. Tu sais qu'il y a des caisses automatiques. Tu sais qu'il y a les caisses automatiques là pour enregistrer les caisses D'ailleurs, on avait reçu. Tu te rappelles, on avait fait un dossier sur les caisses automatiques dans les hypercommerces et ça, c'est un vrai problème, en effet. Et tu as un logiciel de double comptabilité qui fait que la TVA passe à l'as. Alors, comment on fait? On continue? Tu sais que ce qui est dénoncé en permanence à la télé, c'est la fraude sociale. Tu sais à combien elle est? 890 millions. Non, tu peux y aller, ça va, j'aime. Et sur ces 890 millions d'euros, je vais te donner un exemple précis. Okay. Tu as une part, c'est même pas de la fraude. D'ailleurs, je ne sais pas si on dit scientiolier ou scientiolier. Alors, c'est de l'ignorance ou du retard. On dit bien le Z. C'est-à-dire, par exemple, tu touches les APL parce que tu étais en dessous parce que je voulais qu'on se briefe en amont pour qu'on aborde les thèmes, en sachant que là, tu passes à temps complet on est en train de conclure une interview avec une émission qui a lieu tous les mois. Dans 5 minutes, les APL vont se faire un an après. Que ça, 4 minutes, sur ta déclaration fiscale. Qui permet la sortie et vous donc, il n'y a pas de triche. Et donc, du coup, on est censé démarrer dans 9 minutes. Mais en amont, tu as raison. Il aurait été intéressant qu'on puisse se briefer et notamment sur le RSA. Notamment sur le RSA. Et toi, au point d'ailleurs que l'État lui-même a été obligé de reconnaître qu'on n'y arrivait pas et qu'il a mis une automaticité. C'est-à-dire, c'est les services du ministère du budget qui calculent qui a droit et qui verse automatiquement. Voilà où on en est venu, par la paupérisation culturelle de notre pays. Et qui est la conséquence de la paupérisation scolaire. Tu vois, tout se tient. Mais j'ai vu le dossier de presse, il est super bien fait, franchement, c'est top. Et ça s'est bien passé, là, le vin, là. Ben, j'en doute pas. J'en doute pas. C'est super bien passé. Le 13, on a fait au Bar Marius. Ouais, et le 20, là, au Délices de Praia. Et là, tu fais le 27 à... Oui, le théâtre au cinéma. Ah, il fait... Ben, écoute, moi aussi. Ouais, là, je suis bloqué, là. Oui. Et ensuite, fais attention.
après, on a Bon, il la semblerait CAF, que sur la place les Carrefour. compétences. Ouais, j'ai vu avec Pardon. des performeuses et... Mensonge. Bah, dis pas Mamie, incompétence, elle est ils sur un sont petit nuage, compétents, hein, c'était t'inquiète. trop- c'était Non, mais super, bon. Ah, et génial. Il y avait du monde en plus, je suppose. Après, peut-être Ouais, c'est ça qui est... parce Et que que, l'espace était au-delà pas de ça, évident, évidemment, extérieur, toutes les parce qu'on a oppositions traversé la rue, crient. tout ça. Ouais. Je vais me mettre dehors parce qu'elle est comme elle connaît. Ah, j'entends du bruit. Est-ce que tu crois que... Et alors, quelles sont Ah ben non. Bonjour. les différentes expressions de chaque. Bonjour. Je t'en prie, vas-y. C'est les Ah bah, invités. c'est facile à faire, ça. Je m'occupe du journal, En moi, fait, j'attends. C'est intéressant parce que T'as- ça t'as- permet de bien voir. Mais je vais essayer d'être le moins politicien possible, entre guillemets. Bon. Christine, En fait, je te t'as laisse deux ouvert ça. approches T'as ceux Ça qui reste disent, ouvert. Si tu peux l'appeler peut-être et pour c'est voir. plutôt la tendance Je droite, te laisse centre, ouvert le... macroniste. Regarde, hein. Hein. Comme ça je retourne à l'interview. Il y a trop de dépenses de l'État. Non seulement on Ok, du dépense coup, de je plus m'appelle en plus Anthony. pour les services publics, mais ils sont Ok. de moins en moins bien rendus. Ah ben, Alors, super. la fin de la- Bienvenue. C'est noté à une Enchanté. sélection de 20 milliards supplémentaires. Voilà. Je te laisse après, Absolument. fermer pour pas qu'il y ait Donc, de, ça qu'il y ait de sera bruit, que l'année ça te prochaine. gêne ou autre. Bon. Il y a Donc, des invités qui vont venir. Là-dessus, Et après, nous, on finit si dans tu une veux, la demi-heure. thèse, c'est de dire comme toujours, Voilà, pour l'État 10 heures. est incompétent, Allez, l'État ne sait impec. pas faire, on dépense, il y a de plus en plus d'impôts, mais on ne retrouve pas la couleur de l'argent qu'on met. Alors, la fin de la phrase est juste, c'est-à-dire tu as réellement une dégradation des services publics, une destruction des services publics, à tel point d'ailleurs que pour compenser la fin des services communaux, ils ont mis en place un truc qui s'appelle France Service, je crois, quelque chose comme ça, France Service Public, où ils ont fait des maisons dans les communes, où ils regroupent tous les services, et c'est même pas des fonctionnaires qui s'en occupent. Enfin, c'est Et certains fonctionnaires. Il y a des fonctionnaires, mais il y a aussi Alors, des contractuels et ils autres. doivent être encadrés par des fonctionnaires, Ouais, exact. mais les agents qui te reçoivent ne sont pas des fonctionnaires. C'est-à-dire quand même... Alors, il faut bien préciser aux gens, le statut de la fonction publique, c'est la protection du citoyen. C'est la garantie d'avoir une égalité de traitement. C'est pas d'abord la protection du fonctionnaire. La protection du fonctionnaire est une conséquence du fait qu'il faut traiter de manière égale tous les citoyens, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur philosophie, quelle que soit leur religion. Voilà d'où découle le statut de la fonction publique. Parce qu'auparavant, tu avais, en fonction de qui tu étais, quand il n'y avait pas de statut, eh ben, tu avais un traitement différencié, À la tête du client, comme on dit. à la tête du client. Il nous reste 2 petites minutes. Et avec les corruptions Pour qui conclure. vont... Parce que plus tu portes atteinte au salaire des fonctionnaires, Ben, plus il y a de plus tu corruption, vois en tendance plus il y a de- des systèmes de corruption. Ben oui. Alors, je veux dire un dernier mot, parce que si tu veux ce que j'ai essayé de dévoiler, hein, et j'espère que j'ai allumé un feu, bon, c'est les mensonges qui en permanence sont propagés à la télé. Et tu sais, le danger, c'est quand tu vois tout ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire tu passes de la manipulation des mensonges à la possibilité aussi, pour empêcher la pensée de se faire, d'interdire des conférences. Et c'est la même logique. Et on débouche à la fin sur le fascisme. N'oublions jamais ceci, et jamais je ne cesserai de le dire. Quand il n'est pas au pouvoir, jamais le fascisme ne montre son vrai visage. Quand il est au pouvoir, c'est trop tard. Bonjour Vanny. Je te présente Vanny. Bonjour, enchanté. Je crois qu'il Oh oui. me semble qu'il y a que... Et on a intérêt à J'ai se un petit méfier doute, parce que ou ça pas va vite. Voilà. Tu sais, Bonjour, c'est bonjour. l'histoire de la Bonjour. boule de neige. La boule de neige, elle est petite. Mais quand elle a pris la pente, et Je vais on est vite, dans la on pente, va vite se briefer. Bonjour, enchanté. elle Je se suis Anthony. transforme.